Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait sport, un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous êtes un passionné de sport local, vous connaissez désormais le programme de ce talk. Il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels et tout cela sur l'actualité sportive du département. Présentation de nos chroniqueurs en musique. Il est vice-champion du monde de cyclisme sur piste, master champion d'Europe en 2013. Il a parcouru des millions de kilomètres sur son vélo. Une chute à pleine vitesse ne lui fait pas peur. Je veux bien sûr parler de Yann Dujarier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Yann, vous allez bien ? Très bien. Vous avez tout préparé pour l'émission ? Comme d'habitude. Comme d'habitude, j'espère en tout cas. Ah, on passe à gauche, musique. Il aurait pu être nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur président en français dans son rôle sur la gestion du club de football de l'Étoile sportive de Trappes. On ne le présente plus. Mustapha Larbaoui est avec nous. Mustapha, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est surtout un plaisir d'entendre une présentation comme celle-là. Donc je vais bien, mais je vais même de mieux en mieux. Vous êtes prêt à faire le show ? Ouais, on est prêt. Ouais. Vous êtes prêt. Et même sérieusement d'ailleurs. Sérieusement, ouais, d'accord. Bon, on va voir ça. On repasse à gauche, il entraîne les Bélasquins, les moins de 21 ans du club de rugby de Versailles. Il a ce sport dans le sang. Il ne tient pas en place en ce moment parce que c'est le tournoi des 6 nations. Je veux bien sûr parler de Guillaume Néreneuf. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Mickaël. Vous allez bien ? Très bien, merci. Pareil, vous ne tenez plus en place, ça y est, avec le tournoi des 6 nations. Puis là non. Bizarrement, j'ai pas vu un match. J'ai pas pu. Ah, comme quoi. Mais les sujets sont aujourd'hui très intéressants. Je pense que ça va être une belle émission. On repasse à gauche, musique. Il est l'homme fort du club de rugby de Plaisir. Son charisme et son franc-parler en ont fait l'un des meilleurs entraîneurs de la région Île-de-France. Il est de bonne humeur aujourd'hui parce que son club Plaisir est premier de Fédéral 3. Jean-Miss est avec nous. Vous allez bien, Jean-Miss ? Bonsoir, Mickaël. Ça va très bien. Avec une présentation, je vais le rejoindre. Hein. Voilà. Avec une présentation comme ça, on peut caler très bien. Et vous retrouvez Mustapha justement pour cette émission. Mais ça me fait bien plaisir. On ne s'était pas vu depuis très longtemps. Bon, j'espère que les duels seront enflammés, à n'en pas douter. On est en forme. J'ai l'impression qu'on est en forme. Alors, c'est inédit. Sur ce plateau, nous avons un 5e chroniqueur pour cette émission, musique. On le surnomme l'encyclopédie. Si vous avez une question sur le sport dans les Yvelines, n'allez surtout pas sur Wikipédia ou dans les moteurs de recherche. Et voilà, demandez tout simplement à Basile Régoli. Alors, vous aviez une petite grippe, Basile, la semaine, il y a 15 jours. Les risques ça va, du métier, d'être sur les stades tous les week-ends. C'est bon, vous êtes en forme ? Tout va bien, là, je suis en pleine forme. En pleine forme, prêt pour les duels et pour étaler votre science aux autres ? Je ne vais pas me permettre. Alors, on va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du Paris-Nice 2016, du club de basket du Chesnay Versailles et du report du match Versailles contre Bobigny en football. Mais tout de suite, on parle des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. C'est désormais officiel. Après les championnats du monde de cyclisme sur piste 2015, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines organisera les championnats d'Europe du 19 au 23 octobre. Une initiative lancée par la Fédération française de cyclisme en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On écoute le président de la Fédération française, David Lapartien. Il y a d'abord une logique d'accueillir de grands événements. On a la chance d'avoir un vélodrome exceptionnel. Quand on a vu l'élan qu'on a eu au championnat du monde, on a eu envie finalement de continuer à avoir des grands événements. On avait cette opportunité puisque 2017 était déjà attribué à Berlin, 2018 à Glasgow et on a saisi l'opportunité. Alors vous votez les championnats d'Europe au vélodrome, une bonne idée ou pas ? Vous votez ? Une bonne idée, d'accord, tout le monde est d'accord. Vous êtes 5 sur le plateau, vous êtes tous d'accord. D'accord, c'est merveilleux. Suivant. Alors Yann, pourquoi c'est une bonne idée, l'organisation de ces championnats d'Europe au vélodrome ? Parce qu'il faut faire vivre ce vélodrome, parce qu'il est important d'avoir de beaux événements chez nous. C'est pareil, c'est des événements qui vont aussi servir pour la candidature de Paris sur les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, donc il faut organiser tous ces événements. Et puis moi, ça me fait plaisir de pouvoir voir les copains courir à domicile parce que il a comme une activité professionnelle et qui ne me permet pas d'aller à Londres cette semaine malheureusement pour pouvoir voir les championnats du monde. Il brille pas trop pour l'instant. Oui, ça n'a commencé qu'hier. C'est pas très très grave. C'est pas important. Les épreuves, François Pervier ne fera pas le kilomètre aujourd'hui. C'est Quentin Lafare qui va s'y aligner. Donc je pense qu'on va avoir des belles surprises en fin de semaine. Mais donc pour revenir au championnat d'Europe, c'est génial. Et puis surtout, j'espère que Téléfil va pouvoir couvrir l'événement comme on l'a pu le faire au championnat du monde. On va faire le maximum en tout cas. Yann. Voilà. Mustapha, une bonne idée ? Très bonne idée. Bon, Yann a tout dit. Bien que ce soit son sport de prédilection, il l'a dit.
il l'a dit, ça serait pour un autre événement, un autre sport, ça serait pareil. Je crois que tout ce C'est qui toujours est bon, bénéfique d'avoir tout des ce qui est bon, événements de ouais. cette envergure. tout ce qui est bon pour un sport est bon pour le sport en général, bon pour la communauté d'agglomération. Donc voilà, d'autant plus que c'est un lieu où on peut y faire du vélo, mais on peut y faire d'autres événements. Donc il y a une courbe d'expérience à avoir. Donc c'est très bénéfique à bien des égards, économiquement, politiquement, parce qu'à un moment donné, tous les acteurs politiques au sens large du terme, voilà, tous les acteurs ont un intérêt à avoir ce type d'événement et à les suivre. C'est donc bon pour nos téléspectateurs, c'est bon pour la chaîne télé, c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est très positif en effet. En plus, l'avantage de championnat d'Europe au mois d'octobre, c'est que ça ne va pas nous empêcher trop de nous préparer. Parce qu'un championnat du monde, c'est en plein février. Donc l'année dernière, on n'a pas pu accéder au Vélodrome pendant 15 jours. Alors que là, au mois d'octobre, même si ça dure 10 ou 15 jours, c'est beaucoup moins gênant de ne pas pouvoir aller faire du vélo. Et puis on enchaînera avec la Coupe d'Europe de football. Donc Voilà, ils passent au bon on est dans la moment. continuité. On ne leur fera pas d'ombre non plus. Voilà, donc tout est bien organisé. Voilà. Moi, j'aurais une petite interrogation. Vu que Vas-y. c'est une année olympique, on le voit souvent en athlétisme ou en triathlon. Les Jeux Olympiques, c'est leur rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'année. Et souvent, les athlètes coupent ensuite leur saison derrière les Jeux Olympiques. Alors, mon interrogation serait de savoir, est-ce que les Français, mais également les Britanniques et les Allemands, donc les meilleurs pistards européens, vont jouer le jeu de prolonger la saison jusqu'au mois d'octobre et jusqu'au championnat d'Europe, sachant que la saison internationale a commencé très tôt là avec le championnat du monde. Le rendez-vous, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce que tout le monde jouera le jeu de ce championnat? Je pense que tu as raison, mais ça permettra aussi de pouvoir amener d'autres athlètes à ce niveau-là. Et on a de jeunes pousses dans l'équipe de France qui doivent faire leurs preuves. Et ça peut se servir justement sur un début de programme olympique, sur une série de 4 ans, sur une nouvelle Olympiade, de pouvoir justement détecter de nouveaux talents et de pouvoir leur donner leur chance au niveau international. Ouais. Je pense que c'est très très bien. Est-ce que tu penses que les meilleurs stars justement britanniques, allemands joueront le jeu? Non, pas du tout. Je suis pas sûr qu'on les verra au Vélodrome. Je pense que si, mais ils ne pourront pas. De toute façon, ce sera impossible d'être au même niveau, au niveau de performance que sur un Jeux Olympiques qui aura eu lieu 3 mois avant. Guillaume, vous voulez réagir? Ouais, je disais juste que par rapport, les Allemands et les Anglais peut-être ne viendront pas, mais les Français, ils viendront forcément. Même s'ils sont champions olympiques, etc., ils viendront forcément, étant donné que c'est en France. Bien sûr. Venir chercher un titre champion d'Europe en France, c'est quand même quelque chose en plus par rapport à l'extérieur. Donc, il y aura les Français, je pense, quand même, de toute façon. Quoi. Même, sauf s'il y a vraiment une Les meilleurs stars s'aligneront, selon vous, Yann? Je sais que c'est pas dans les habitudes. On a eu Greg qui a été chercher un titre de champion d'Europe l'année dernière parce que c'était aux Antilles que se faisait le championnat d'Europe. Mais en effet, ce n'est pas dans les habitudes d'envoyer les plus grosses équipes pour les championnats d'Europe. On a souvent des athlètes de moins de 23 ans et donc. Mais voilà, là on sera en France, peut-être qu'ils feront l'effort d'y aller. Maintenant, c'est vrai que ce que dit Basile est vrai, et d'autant plus que cette année, nos athlètes sont vraiment sur un objectif qui est unique, qui est les Jeux Olympiques, et donc du coup ils le préparent depuis février l'année dernière. C'est vraiment très très long, et je pense qu'en effet après les Jeux Olympiques de Rio, ils auront envie de décompresser. Ouais, c'est clair. Les championnats du monde ont été organisés en février 2015. Là, il y aura les championnats d'Europe. Les deux événements ne sont pas trop rapprochés, selon vous, Yann? Alors moi, quand je le pense et quand je le vois maintenant, je me dis qu'il aurait peut-être fallu faire d'abord les championnats d'Europe pour faire ensuite les championnats du monde. Monter crescendo plutôt que redescendre d'un niveau. Pour prendre l'expérience. Maintenant, il est vrai que l'objectif du Vélodrome, c'est quand même d'avoir d'autres types d'événements, style Revolution Series, qui sont des événements qui sont très très populaires en Angleterre. L'objectif, c'est de pouvoir en organiser. Donc voilà, on va de toute façon. Aux téléspectateurs. Alors les Revolution Series, c'est sur des soirées. Là, tous les meilleurs pistards viennent. Bon, après, il y a plein de petites épreuves un petit peu funny. On n'est plus sur l'aspect compétition et traditionnel du cyclisme sur piste. On est plus dans la démonstration et dans l'événement. Festif, c'est plus pour faire la fête, et donc du coup la démonstration, voilà. Et c'est vrai qu'on voit des choses qui sont très très sympas, et les Anglais depuis 3-4 ans ont mis des épreuves qui sortent de ce qu'on peut voir habituellement, et on y prend énormément de plaisir à pouvoir les voir, et c'est très très spectaculaire. Voilà, on est plus sur de la démonstration et sur du spectacle à proprement parler.
Jean-Miss, vous en pensez quoi de cette organisation sur des championnats d'Europe au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines? C'est une bonne chose, même s'il y a eu les championnats du monde qui ont été réalisés il y a peu de temps finalement? Non, mais tout a été dit. Là. Je crois que là, tout a été dit. Et c'est vrai que une compétition de cette envergure dans le département, ça ne peut être que bonifique. Donc, D'ailleurs, allez-y, Guillaume. je pense que le Vélodrome aussi a la capacité à recevoir d'autres événements que le cyclisme pur, parce qu'il y a quand même le site est extraordinaire, quoi. Donc avec le terre-plein central qui est assez. On parle même de compétition de jeux vidéo dans les prochains mois. Pourquoi pas, ça peut être. Voilà, mais je pense qu'on peut faire des matchs de hand, des matchs de basket. Après, il faut adapter tout ça. Mais je pense qu'il y a des choses à faire dans ce Vélodrome qui peuvent attirer des événements sportifs de très grand niveau dans les Yvelines, et ce serait bénéfique que le Vélodrome se plonge, se aille dans ce. Moi, je verrais bien un match des Barjots là-dedans, quoi. Ce serait formidable, quoi. Le président de la Fédération française de cyclisme, David Lapartien, pense remplir le Vélodrome pendant toute la compétition, ces championnats d'Europe. Est-ce que le Vélodrome sera plein, selon vous, Yann? Je pense que oui. La problématique, les championnats du monde ont fait carton plein. Les championnats du monde ont fait carton plein. Ça a été très très difficile d'avoir des places. Ça avait été très rapidement complet. Les jours qui seront où il sera le plus facile d'accéder, ce seront les premières journées. Le week-end, c'est sûr, ce sera blindé comme ça a pu être même pour un championnat de France. Donc 5000 personnes chaque jour. 5000 personnes chaque jour. Ouais, je vois pas comment ce serait possible autrement, quoi. Après le cyclisme sur piste, on passe à notre page basket. En basket féminin, le Chenet Versailles 78 s'est imposé à domicile contre Douvres 69-68 ce dimanche 28 février. Avec cette victoire, le Chenet Versailles conserve la première place de la poule E de National 3 avec 3 points d'avance sur le deuxième Ruaudin. Les basketteuses yvelinoises font partie des prétendantes à la montée en National 2, un échelon qu'elles ont connu l'année dernière, mais le staff et les joueuses ne veulent pas s'enflammer. On les écoute. Pour l'instant, on prend chaque match comme il vient, on va pas plus loin que ça et on verra, mais ça se passe très bien, il ne devrait pas y avoir de problème. On attend les derniers matchs avec impatience et on espère vraiment remonter en National 2, c'est le niveau auquel on était l'année dernière et c'est l'objectif. Il faut continuer de travailler dur comme on a travaillé, rester concentré, préparer nos playoffs, parce qu'en playoff, nous devons avoir un jeu très élevé pour réussir. Je le disais, le Chenet Versailles est en tête donc de sa poule E de National 3 avec 3 points d'avance. L'équipe du Chenet Versailles doit-elle faire tourner en vue des playoffs de fin de saison pour préparer au mieux cette échéance? Vous votez? Les dernières questions, ça. Oui. Oui. D'accord, un petit duel entre Jean-Miss et vous, Guillaume Nereneuf. Les deux rugbyman. Les deux rugbyman qui parlent de basket. C'est un rouge, ouais. C'est un rouge orange. Non. Allez-y, Guillaume, C'est vous les commencez. questions que tous les coachs se posent avant les phases finales. Est-ce que je fais tourner pour pas avoir de blessés, en tout cas au rugby, ou est-ce que je mets mon équipe pour qu'elle continue à progresser, à avoir des automatismes ensemble, etc. Bon, le basket est certes un sport de contact aussi, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même moins de contact physique en rugby. Donc je vois pas. Bon, les raisons, il y a moins de risques de blessures, je pense, en basket qu'en rugby, mais peut-être que je me trompe, moi j'ai jamais fait de basket. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut aller au bout du truc, il faut faire jouer les meilleurs pour s'assurer la première place et voilà, et puis continuer. Et après, comme ça, en play-off, elles seront en pleine bourre, enfin, j'ai envie de dire. Maintenant, ça se discute, quoi. Je pense que. Non, mais ça discute en fonction de l'effectif que ça, en fonction du banc que t'as, en fonction de si ton banc est vraiment très faible ou très fort. Vas-y, Allez, Jean-Miss, je vous vois trépigner d'impatience. Non, mais là, la question n'est pas le rugby de plaisir. D'accord. Mais par contre, parce que là, j'ai regardé un petit peu. Et en tant qu'entraîneur, je te rejoins ça tout à fait. Effectivement, il faut gérer l'effectif. Mais quand on regarde, il reste 5 journées et la plus grosse équipe, entre guillemets, c'est la 6e. C'est l'équipe qui est placée 6e qu'elles vont rencontrer. Donc j'ai les fiches, j'ai regardé. On voit le classement justement à l'écran. Voilà, j'ai regardé et les 5 dernières journées, elles jouent plus les équipes de bas de tableau. D'accord ? Donc en tant qu'entraîneur, puisqu'on est entraîneurs tous les deux, en tant qu'entraîneur, lorsqu'on joue les équipes de bas de tableau, on peut se permettre, effectivement, parce que là, elles n'ont pas énormément d'avance, donc sur le résultat, enfin, sur le classement
elles ne peuvent pas trop se permettre de faire des erreurs, mais elles peuvent se permettre de faire tourner un peu leur effectif dans la mesure où elles ne vont pas jouer les hauts de tableau. Elles vont jouer que le bas de tableau. Par contre, alors là je parle, c'est l'entraîneur qui parle, sur peut-être les 2 dernières rencontres, puisque là, la dernière rencontre, elles joueront le dernier de poule. Sur la dernière rencontre, sur les 2 dernières même, je dirais, elles pourraient remettre un petit peu leur équipe type en vue de préparer les playoffs. Et là, je ferais comme ça, en tant qu'entraîneur. Sur 5 matchs, Guillaume, on ne coupe pas un duel. Non, mais j'allais venir. 3 où on lève, et les 2 derniers où là, 3 pour moi, 3 où on lève un petit peu le pied pour justement faire tourner l'effectif, faire reposer l'effectif, et les 2 derniers pour préparer les playoffs. Moustapha, Attends, attendez, Moustapha Larbaoui va trancher. Bah, moi j'ai tranché puisque j'ai voté de la même façon que notre ami, donc c'était tranché. Simplement. Guillaume ne vous a pas influencé? Non, il m'a pas influencé du tout. Si ce n'est que, si ce n'est que là, on a une démonstration voilà, qui est claire, qui est nette, qui est précise. J'ajouterais simplement un élément, moi en tant que président, parce qu'on ne parle plus d'entraîneur, c'est pas tellement l'aspect technique et c'est pas l'aspect tacticien du moment. Moi, c'est toujours pareil, c'est qu'un sport collectif, pour moi, a toujours une vocation à faire tourner les effectifs parce qu'il y a toujours un plus à jouer collectif qu'à jouer des individus ou à jouer un seul groupe. Donc je suis toujours dans cette rhétorique de faire un maximum tourner les équipes, sauf quand il y a des moments stratégiques importants, mais on l'a relevé ici. Il s'agit de faire tourner et marquer du glas. C'est le président qui parle. Sur le long terme, ouais. C'est un peu le rapport qu'on a entre le court terme et le long terme. Et voilà, c'est une vocation qu'on a en président. Elles peuvent faire peut-être jouer les jeunes joueuses, justement, aussi, voilà. l'équipe 2, par exemple. D'accord. Si je peux me permettre un petit Allez-y, rajout Guillaume. par rapport à ma démonstration de tout à l'heure. Rapide, hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, il ne faut pas arriver sur une phase où tu fais tourner, où tu arrives avec que les défaites. Parce que sinon, le groupe, quand même, peut. Que des défaites. Tu peux perdre. Si tu fais tourner, tu peux perdre. Non, j'ai jamais dit C'est dangereux. Non, mais c'est dangereux. C'est vrai. C'est dangereux. C'est dangereux. Si tu arrives. C'est une prise de risque. Si tu arrives à la veille des phases finales en ayant des défaites avant, c'est Il n'y un a peu pas de compliqué. défaite, puisqu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des défaites. Ouais, hein. c'est ça. Elles ont très peu d'avance. Hein. Et juste pour répondre aussi à Moustapha, on regarde l'équipe de France de basket de Vous faites un double duel, en fait, Ouais, Guillaume. tu regardes l'équipe de France de basket masculine, il a un 5 majeur et les autres jouent très peu. Ah, mais c'est différent. Très peu. Sauf que là, on est Là, on parle d'une au équipe sommet de la nationale, pyramide. On est au sommet de la pyramide. Donc ça veut dire qu'en basket, on peut faire un match complet, Ouais, 1, non, 2, mais- 3, 4, 5, on peut enchaîner quoi. Moi j'avais une question, Le c'était niveau. quelle est la différence qu'il peut y avoir si elles sont deuxièmes Alors. à l'entrée dans les playoffs, si elles se tapent en Alors, premier d'une autre Je vous poule, explique. ça, voilà. Je vous explique. Ça Alors doit donc, être comme en rugby. les playoffs débutent donc au mois de mai. Les 2 meilleures équipes du championnat sont reversées dans une poule de 4 avec les 2 meilleurs d'une autre poule. Généralement, c'est une poule qui est à côté de la leur géographiquement en fait. Voilà, donc c'est une poule du Nord généralement ou une poule venue Normandie par exemple ou de Bretagne. Voilà. Allez-y Basile, oui, c'est vrai que vous êtes l'encyclopédie, je vous laisse. Je vois pas pourquoi je me fatigue. Et les résultats, si je ne me trompe pas, obtenus lors de la phase aller-retour face à la deuxième équipe donc, de la poule du Chêne et Versailles, Voilà. sont conservés pour les Par playoffs. exemple, Donc là, là, actuellement- le Chêne Versailles a perdu contre Rueil-Audin. C'est la seule défaite qu'ils ont concédée, enfin que les filles ont concédée cette saison. Cette défaite-là va traîner en play-off. Voilà. Donc, Elles vont traîner cette donc défaite-là en elles play-off. partiront avec une victoire et une défaite. Voilà. Parce qu'il y a eu une victoire contre Rodin et une défaite. Elle ne rejoue pas les équipes. Elles ne rejouent pas Elles l'équipe rejouent pas. avec qu'elles ont rencontré déjà. Alors, rejoueront les 2 autres équipes d'une autre poule. Voilà. Donc en effet, elles peuvent se permettre En fait, de les faire- playoffs elles sont peuvent se déjà permettre de assurés faire parce tourner. Les que c'est la playoffs sont déjà différence assurés, de tout à fait. points par rapport à la troisième équipe. Donc ça Elles plaide. peuvent se permettre de faire tourner. Et c'est vrai que Maintenant, la démonstration que tu nous fais, Jean, peut être la bonne stratégie à adopter pour préparer ces playoffs de bonne manière. Normalement. C'est vrai que c'est pas une science exacte non plus, mais il faut bien qu'on s'exprime sur le sujet. Ouais, ouais. Il faut bien qu'on ait notre avis, il faut bien qu'on Que le coach s'engage. nous appelle pour nous dire Donc, ce qu'il en on- pense. Voilà. Donc si, On peut avoir en direct, on pourrait faire des trucs en direct. Je Allez-y, pense, vas-y. connaissant un petit peu le fonctionnement de Vinko Bardic depuis quelques années, qu'il alignera sur ses 5 derniers matchs son 5 majeur en début de partie, et en fonction de l'évolution du score au cours de la partie, il fera tourner. C'est sa façon de faire. C'est sa façon de faire. Donc ça sera plus une gestion sur la tournure du score Du match, de la feuille de match. du match. Et si les filles ne jouent pas, par exemple pendant quelques matchs où elles jouent très peu, il ne peut pas y avoir une baisse physique justement dans les matchs importants comme des Physique peut-être playoffs. pas, mais adresse peut-être.
Non, Peut-être adresse. Non, là, je suis pas d'accord. Là, non. Encore Non, un petit duel non, entre Guillaume et... Pareil, non, mais il y a quand même Mais les non, entraînements, mais non, il y a les mais entraînements non, tout au long de la bien semaine. Mais bien sûr, bien voilà. sûr. Et Il ne puis- peut pas y avoir une perte d'adresse au basket parce qu'elles ne vont pas jouer pendant 3 matchs, tout le match entier. C'est impossible, ça. Mais par contre les faire reposer physiquement, ça peut être très intéressant au vu des matchs qui vont être beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles, et physiquement et techniquement. Et on sait pertinemment que le basket, justement, l'adresse est liée à la capacité physique. Mustapha. Et puis surtout, on parle de technique, on parle de tactique, on parle de physique, mais il y a le mental. Et à un moment donné, quand une équipe est bien préparée, elle est préparée mentalement surtout. Donc la motivation sera là. Je ne peux pas croire que parce que ça manque un peu de jeu, la démotivation soit présente et que ça puisse porter un risque. Je ne crois pas, non. À ce niveau-là, elles sont motivées surtout. De toute façon, rendez-vous Oui, de toute façon. dans 2 Ok. mois et on verra Dans si, 2 mois, si elles vont leur monter. C'est J'ai enregistré. une question parce que elles descendent de National 2 l'année dernière. Est-ce qu'elles veulent remonter? Enfin, est-ce que le club Oui, elles va veulent remonter. Ouais, Elles veulent remonter. D'accord. C'est l'objectif. hein. Non, parce qu'après, c'est pas des. Ils ont pas recruté un Américain Non, ça, Non, c'est ça, les c'est hommes. les hommes. Chez les filles, C'est le football américain. C'est le football américain. 2,20 m. Après cette page résultats, on passe maintenant à la chronique J'aime, j'aime pas de Basile Régoli. Notre chroniqueur Basile Régoli nous présente ses tops et ses flops du week-end à chaque émission. On commence tout de suite par le premier j'aime, jingle. Alors Basile, votre premier j'aime concerne la Coupe de France et le football. Exactement, on n'en a pas parlé depuis on va dire un mois de cette Coupe de France de football. Il fallait bien Elle continue qu'on avec, parle un petit peu de ça. avec les quarts de cette finale compétition. qui ont débuté hier soir. Ils vont se terminer ce soir avec un match entre Granville, un club normand amateur de CFA2, la 5e division, et Marseille, l'Olympique de Marseille. Et dans cette équipe de Granville, on retrouve Recordman des victoires dans l'épreuve. on retrouve un Yvelinois dans ce club normand de Granville. Il s'appelle Anthony Fournier. Il a grandi donc c'est le fils d'un ancien De Laurent joueur, Fournier. Laurent Fournier. Qui est passé par l'OM, le PSG et Bordeaux. entre autres. Voilà, donc il a grandi à Feucherolles, il a joué là-bas jusqu'à l'âge de 14-15 ans. On voit les images justement vraiment, d'Anthony. Au niveau départemental, vraiment, il jouait, je crois qu'à 14 ans, il jouait dans la plus basse division française. Il jouait en 7e division de district à 14 ans, à Feucherolles. Et puis il a été repéré par Versailles, il a fait une année à Versailles en 15 ans, puis ensuite repéré par le PSG où il est rentré au centre de formation. Ensuite, il a eu différentes expériences, dont la Belgique l'an dernier en 2e division. Et puis là, il a atterri à Granville un peu par hasard. Et donc voilà, il y a encore un Yvelinois qui est dans cette aventure de la Coupe de France et on lui souhaite peut-être un bel exploit ce soir face aux joueurs de Marseille. Mustapha, une réaction? Ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre ce type de parcours, parce qu'en fait, c'est les parcours de beaucoup de nos jeunes dans nos équipes, sortis du club de Trappes, partis dans telle équipe, même souvent des équipes de ligue, donc de la région. Après, on les voit partir dans des clubs un peu plus prestigieux ou dans les centres de formation, donc on les retrouve. Donc c'est toujours plaisant d'entendre ce genre de parcours. Je ne le connais pas particulièrement, je connaissais surtout son père en l'occurrence. Mais voilà, et puis c'est surtout attaché aux petits poussets, comme on les aime tous les ans. C'est-à-dire que Granville, c'est le petit pousset cette année. Alors Avec ces belles histoires. On n'en connaît pas l'issue, puisque c'est pour ce soir. Donc Granville a une petite chance, après tout. Peut-être même que c'est Marseille qui pourrait trébucher, parce qu'on l'a vu on le voit en championnat, on ne peut pas dire qu'ils sont en très grande forme. Cela étant, c'est une belle histoire pour le Petit Pousset, et en même temps pour Marseille, ça serait quand même tragique, et je pense à tous ces gens qui supportent également l'OM, je pense à eux. C'est vrai qu'ils sont dans une passe assez compliquée. Je ne leur souhaiterais pas, pour être honnête. Mais en même temps, ce serait sympa de savoir qu'une équipe de CFA2, donc on a eu ici à parler de Mantes en CFA, qui s'est inclinée devant Nantes. On aurait une CFA2 qui pourrait se permettre d'aller comme ça jusqu'en demi-finale de Coupe de France. Voilà, donc je suis partagé parce que ça reste de belles histoires. Et en même temps, on a un club prestigieux comme l'OM qui n'a pas besoin de ça en ce moment, et qui ne lui reste plus que ça d'ailleurs. Voilà ce que j'aurais envie en de dire. 2017 En tant que petit poussé? En tant que petit poussé? Alors, c'est toujours pareil. On a envie de le souhaiter. C'est enregistré, hein, Non, mais Mustapha. on a envie de le souhaiter pour nos téléspectateurs, pour le club, pour les Yvelines. Mais en même temps, il faut être réaliste. C'est clair qu'à ce niveau-là, ça devient très compliqué. Mais on y travaille. Clairement, on y travaille.
On passe au deuxième j'aime de Basile. Il concerne l'athlétisme. Jingle. Je vous laisse la parole, Basile. Oui, un j'aime pour Aïssata Diawara, une athlète de trappe qui est licenciée au club de l'EA Saint-Quentin en Yvelines. Après une saison précédente, 2015, On voit les photos en ce compliquée, moment. Aïssata un peu Diawara. gâchée par les blessures, qui l'avaient freinée dans sa progression. Elle vient de réaliser un super hiver où elle a battu son record personnel sur 60 mètres haies. La semaine dernière, elle a pris une médaille de bronze derrière actuellement les 2 meilleures françaises qui sont en équipe de France. Donc elle est revenue à son meilleur niveau. Elle est même en progression parce qu'elle a porté son record personnel cet hiver à 8 secondes 10 sur 60 mètres haies. C'est à peu près la 30e, 32e perf mondiale. Donc malheureusement, ça ne suffit pas pour aller au championnat du monde au mois de mars. Il fallait courir en 8,02, donc il manque 8 centièmes. Mais c'est de bon augure pour cet été. Ça pourrait peut-être être notre représentante yvelinoise aux Jeux Olympiques. Il faudra courir sur 100 mètres haies pour elle en 12,85 et son record d'il y a 2 ans était de 12,88. Donc avec le bel hiver qu'elle vient de faire, on peut lui souhaiter d'aller chercher les minima pour Rio cet été. C'est une surprise, Basile, cette montée en puissance de Diawara? C'est plutôt qu'elle a été freinée la saison dernière par des pépins physiques. Elle avait dû faire une saison hivernale blanche, très peu de courses l'été. Donc c'est plutôt, elle reprend sa carrière là où elle l'avait laissée il y a 2 ans, 2014, là justement où elle avait couru en 12,88. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir qu'elle s'est accrochée et que les résultats sont de nouveau présents et au bon moment, vu que c'est une année olympique. Donc c'est pas une surprise, elle travaille beaucoup pour ça, donc c'est normal pour moi de l'avoir à ce niveau-là. La dernière fois, vous aviez critiqué l'athlétisme yvelinois et finalement, il y a des pépites quand même dans le J'ai département. critiqué les moyens qu'on mettait en place. Il faut savoir que les deux Françaises qui sont devant elle donc au championnat de France sont aidées par la fédération, sont soutenues, sont dans des pôles, ont des aides. Elle est complètement détachée de la fédération. Enfin, elle n'est pas aidée. Souvent, on aide le premier, le deuxième meilleur. Tant qu'on n'a pas de résultat au niveau international, on n'est pas aidé par la fédération. Là, c'est pas son cas, donc elle doit se débrouiller par elle-même pour percer. Donc voilà. Alors, on va passer à votre troisième j'aime, Basile. On va parler de cyclisme. Jingle. Vous allez nous parler de Paris-Nice. Oui, du Paris-Nice, on en a déjà parlé il y a 2 mois. Ça a lieu ce week-end. Et mon j'aime, il concerne cette première étape qui a lieu à Condé-sur-Vègue. Pas grand monde connaissait, je pense, ce village. Encore du vélo, oui. Connaissait ce village avant l'annonce, l'officialisation comme quoi la commune allait recevoir le Paris-Nice. Et c'est tout. C'était un coup de chapeau que je voulais mettre au maire de ce village et également à ses élus d'avoir accepté de relever le challenge, parce que quand on lui a proposé, elle aurait pu refuser et dire que la commune n'avait pas les moyens humains, matériels pour organiser un tel événement. Maintenant, ils ont été soutenus évidemment par l'organisation et le conseil général. C'est un coup de chapeau parce que lundi à 5h du matin, ils vont être sur le pied de guerre pour installer plus d'1 kilomètre de barrière. 1159 habitants. Donc il y a les habitants qui vont mettre la main à la pâte. Il y a également des élus des communes avoisinantes. Donc c'est vraiment Condé-sur-Vègue, mais également tout le pays houdanais qui se mobilise pour cet événement. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de savoir qu'un village, il faut le dire, c'est comme ça qu'on le dit, pour 1500 habitants, va accueillir une épreuve aussi prestigieuse que le Paris-Nice. Donc, coup de chapeau pour le travail qui a été fait pour cette organisation. Yann, je vous vois sourire, vous êtes évidemment ravi que le Paris-Nice passe dans les Yvelines. C'est pareil, ça fait partie des histoires du vélo. Le vélo, c'est un sport populaire, c'est un sport... je me souviens, moi, avoir fait une épreuve en Espagne. En Espagne, vous arrivez sur le départ d'une course. Il y a un juge qui arrive 2 heures avant le départ de la course, il fait un trait sur le bord de la route. Une demi-heure avant le départ de la course, il y a 3 flics qui arrivent avec les motos et hop, c'est parti. Et juste un escabeau. Donc en vélo, on n'a besoin de rien pour organiser une course de vélo. On était parti sur un vélo et 150 mecs et ça va. Et on était parti sur un circuit de 22 km. Ultra sécurisé, c'était génial. Très très belle organisation. Donc voilà, le vélo c'est ça. C'est-à-dire que quand on a envie, on est
on peut le faire et on peut le faire partout. C'est l'avantage par rapport à beaucoup de sports. Vous pouvez partir de votre garage avec votre vélo, vous partez directement à l'entraînement. Vous n'avez pas besoin de vous rendre sur un lieu d'entraînement. C'est ça qui fait partie du charme du vélo et puis de pouvoir aller à la rencontre de tout le monde. Et les coureurs professionnels sont très, pas friands, mais apprécient justement cette proximité qu'ils peuvent avoir avec le public. Il va y avoir du monde, selon vous, à Condé-sur-Vègre? Pas très beau, je crois. Un lundi matin, Rentrée scolaire, ça va être un peu compliqué. un lundi matin, les gens vont au travail. Bon, voilà, c'est vrai que c'est toute la problématique que Paris-Nice rencontre. Quand on regarde une épreuve sur le Tour de France au mois de juillet, il n'y a pas un mètre où il n'y a pas un spectateur, à part dans les descentes d'école. Et encore, sur certains virages, il y a les mecs qui arrivent à venir voir pour regarder. C'est vrai que sur Paris-Nice, quand vous regardez les épreuves, les étapes en ligne pendant la semaine, il y a beaucoup de monde sur le bord des routes. C'est un peu plus compliqué parce que la semaine, les gens travaillent. Mais ça n'empêche que les passionnés et puis les retraités, les cyclistes retraités des Yvelines iront aller discuter avec les coureurs au moment du départ, parce que le moment du départ c'est très très facile d'aller les accoster parce que on est décontracté, l'épreuve commence, c'est bon, on a le temps et c'est vraiment toujours très très sympa. Et les écoliers de Condé-sur-Vègre n'auront pas école lundi matin Voilà. pour permettre justement des animations ont été mises en place génial. pour Mais c'est très bien. pour voilà. permettre aux jeunes L'encyclopédie, c'est pour ça qu'on l'appelle C'est ce qu'il encyclopédie. faut aussi, on sait pas. Mais bien sûr. Heureusement. Les pauvres gamins, sinon. Et par rapport au Tour de France, le Paris-Nice, c'est la deuxième plus grande course en France, après le Tour de France, selon vous, Yann? Je pense que Paris-Roubaix a une place très très importante dans le cœur des Français quand même. Gagner Paris-Roubaix, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de... C'est une épreuve qui est mythique. qui est en dehors de toutes les autres, même si cette semaine, les Ardennaises commencent avec certaines classiques où il y a des pavés. Paris-Roubaix, c'est autre chose. Donc pour moi, je pense que oui, il y a le Tour de France. Ensuite, il y a Paris-Roubaix. Et puis après, Paris-Nice va peut-être être la première épreuve d'une course de semaine, parce qu'en effet, on a le Critérium du Dauphiné, on a pas mal d'autres, il y a pas mal d'autres épreuves pendant la saison qui sont sur le territoire français. Mais Paris-Nice c'est l'ouverture de la saison des courses à étapes. Il y a des têtes d'affiche pourtant sur ce Paris-Nice quand même. Il y en a quand même beaucoup. Par exemple, Alberto Contador, vainqueur du Tour de France, sera présent. Quelques années. Ouais, c'est pas le dernier. Mais bien sûr, il y a toujours, l'année dernière, il y avait Bradley Wiggins qui était là. Je ne sais pas si Peter Sagan sera présent, mais il y a toujours de toute façon un très très beau plateau à Paris-Nice. Parce que c'est la première épreuve d'une semaine, même 9 jours, c'est même la première sur le territoire européen, tout à fait. On va s'arrêter de parler vélo. Là, à l'espace d'un instant, on passe à présent au J'aime pas de Basile Regoli, jingle. Oh no! Et il concerne le football américain, Basile. Tout à fait, et plus particulièrement évidemment les Templiers d'Elancourt, qui se montraient ambitieux pour cette saison. Malheureusement, le début de saison est un peu compliqué pour eux. Il y avait eu une première victoire contre un promu, la Cuambrie, et puis là, ils viennent d'enchaîner 2 défaites. Une défaite 32-0 au Flash de la Courneuve, et là, une défaite 33-12, si je ne me trompe pas, 33-13 à domicile contre les Dauphins de Nice, qui sont justement un concurrent direct pour les playoffs. Voilà, là on a vu, je pense qu'ils ont clairement vu le fossé qu'il existe encore entre leur équipe et celle de Nice. Et j'ai bien peur que... Nice qui est l'un des favoris à la montée, au titre en fin de saison. Au titre de champion de France. Et j'ai bien peur que la saison 2016 ressemble à celle de 2015, où les Templiers visaient une place parmi les 4 premiers, donc qualificatifs pour les playoffs. Et j'ai bien peur qu'ils doivent se contenter plus de jouer le maintien et de s'assurer ce maintien en D1 le plus rapidement possible. Et j'avais cru entendre dans une de vos émissions en début de semaine que les joueurs soulignaient le manque d'investissement de certains à l'entraînement, d'assiduité.
C'est inquiétant en début de saison de souligner ça dès la 3e journée de championnat. Donc c'est vrai que ça commence comme ça. J'ai bien peur que les ambitions des dirigeants vont devoir être revues à la baisse. Tu parles d'ambition du président, mais ils avaient mis les moyens pour les ambitions, ils avaient recruté, ils avaient. Mais non, puisqu'ils sont partis si, sur une c'est politique. Ils sont partis sur une politique. Ouais, mais ils sont partis sur. C'est l'un des plus petits budgets du championnat, mais par contre, ils ont mis en place une politique. Ils commencent à mettre en place une politique avec les jeunes, avec la formation, pour pouvoir justement prétendre à bousculer les gros comme les Dauphins de Nice par exemple ou les Argonautes d'Aix-en-Provence par exemple. Ils sont vraiment sur une politique formation. Plus formation. Une politique de formation. Et par contre, ils ont un quarterback américain, mais tous les clubs, toutes les équipes, allez. Ouais, américain. Comme Jonathan Ekman. Comme Marie Pierce. Non, mais après c'est. Comme dit Guillaume, ils mettent l'accent sur la formation et ça ne se fait pas la première saison. Faire le dos rond, il faut malheureusement patienter pendant au moins 2, 3, voire plus. Voire plus parce que voilà, la formation c'est long. Surtout que je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse pyramide en foot américain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une pyramide énorme. Enfin, quand je dis la pyramide, c'est la base de la pyramide des enfants. Les gamins soient très nombreux. Donc, pour qu'il y en ait une dizaine, 5, 6, une dizaine qui montent et qui viennent ils ont fait alimenter le la groupe senior. U16 cette année. Une section U16 et René a été bien, remise au goût du jour. C'est bien, mais du coup, ça va mettre du temps à arriver en senior. Quoi. Donc, il faut faire le dos rond, je pense, pendant 2-3 ans, voire plus, et attendre que ces jeunes pousses viennent alimenter tout ça. Quoi. Et le manque d'assiduité aux entraînements, vous en pensez quoi, Jean-Miss ? Dans le sport en général, sans combattant, on ne peut pas faire de guerre. Donc, non, je pense pas que ça en est là, mais non. Mais, de toute façon, ça c'est clair, ça c'est sûr, c'est la base. Si on peut pas s'entraîner, si les jeunes ne s'entraînent pas, ils peuvent pas. L'assiduité et le sérieux. Oui, bien sûr. Il faut mettre le plaisir aussi. Là, c'est sûr que là, si dès la 3e journée, ils ont quand même beaucoup d'absentéisme, c'est inquiétant pour la suite du championnat. Je ne voudrais pas être à leur place. Un dernier j'aime pas à présent, jingle. Oh no! Alors Basile, vous allez encore taper une nouvelle fois sur Guillaume Néreneuf. Attention, il ne viendra plus sur ce plateau, ça continue. Allez-y, je vous laisse la parole. On est à 4 journées de la fin de la saison. 5 jours. 4 non. Non, 4 journées. Je crois qu'il reste 4 journées avant la fin de saison en Fédéral 3 en rugby. Et la situation est toujours aussi compliquée pour 3 des 5 clubs yvelinois. Alors, si Plaisir et Oui Carrière ont déjà assuré leur maintien depuis bien longtemps, ça devient de plus en plus compliqué pour Chevreuse, Versailles et Maison Lafitte. Alors, Maison Lafitte a gagné ce week-end, mais malheureusement, un de leurs concurrents directs s'est également imposé. Donc, il y a toujours 7 points d'écart entre les deux clubs. Ça va être un écart qui va être très difficile à combler lors des 4 dernières rencontres de la saison. Il en va de même pour Versailles, qui s'est incliné ce week-end. Ils auraient bien aimé s'imposer. Ils se sont inclinés à Courbevoie. Dans le même temps, Pithiviers, qui sont devant eux, ont gagné. Donc également, l'écart est toujours... je crois de 3 points avec Pont-à-Mousson, première équipe non relégable, et Chevreuse qui a fait vraiment une très mauvaise opération en s'inclinant contre la Lanterne Rouge Chinon, donc à domicile. Donc également pour Chevreuse, 2 points de retard sur Jouer les Tours. Donc voilà, on est avec 3 clubs qui à 4 journées de la fin n'ont plus leur destin entre leurs mains, évidemment. Il va falloir gagner, je pense pour ces clubs, au moins 2 victoires, voire 3 pour certains, peut-être pour se sauver. Donc ça semble compliqué. Jean-Miss, je vous donne la parole. Juste après, vous pouvez réagir à Guillaume. Non, parce que j'ai regardé quand même. Je suis concerné puisque c'est quand même le niveau où je suis avec mon club. Donc quand même, Maison Lafitte pour moi, c'est même... Ouais, pour moi, c'est foutu, pour eux malheureusement. Malheureusement parce que sur les 4 dernières journées, ils jouent les 3 premiers. D'accord. Donc, et après, le dernier match, ils joueront le dernier, mais bon, pour eux, ça va être plus que compliqué, puisque de toute façon, en plus, il y a la première place qui se joue, parce que c'est ma poule, donc je la connais bien, et qu'il n'y aura pas d'impasse, il n'y aura pas, comme on disait tout à l'heure au basket, faire reposer les joueurs, puisqu'il y a la première place entre Ris, Orangis et Plaisir qui se joue.
Donc il n'y aura pas d'impasse. Donc les équipes, ils vont jouer les 3 premiers. Pour moi, Maison Lafitte, c'est cuit. Ils n'y arriveront pas. Pour moi, la meilleure équipe des 3 qui peut s'en sortir, c'est Chevreuse. Versailles, ce sera aussi très très compliqué. Très très compliqué pour eux. C'est pas impossible, contrairement à Maison Lafitte. C'est pas impossible, ils peuvent encore s'en sortir. Mais ils ont quand même un calendrier qui est loin d'être favorable. Il va falloir qu'ils fassent un exploit. Eux, ils peuvent faire un exploit sur un des gros qu'ils vont rencontrer en fin de saison. S'ils le font, ils peuvent se maintenir. Maintenant, ils sont derniers, donc oui, mais ils sont 2 équipes à doubler. Ouais, mais c'est pas ça. Ils sont derniers, mais il y a 4 équipes à 3 points. Bien sûr. D'accord. Donc les 4 équipes au fond à 3 points, sachant qu'une victoire c'est 4 points. Donc ça peut tout changer très très rapidement. Ils sont derniers certes, mais dans un mouchoir de poche. Pour moi, l'équipe la mieux placée pour s'en sortir, c'est Chevreuse. C'est Chevreuse, puisque déjà ils sont en dehors des 2 derniers, donc de la zone relégable, avec certes que 2 points d'avance, mais c'est quand même 2 points. C'est mieux les avoir dans ce sens-là. Et que s'il faut un match sérieux, ils ont notamment Meaux à la maison qu'ils vont recevoir. C'est le match à gagner pour eux. Et peut-être certainement essayer d'aller faire un résultat à Houille. Ou éventuellement, en plus, Houille jouera la qualification, donc ce ne sera pas évident pour eux. Mais pour moi, dans l'ordre, c'est ça. Guillaume, très rapide. sur Versailles. Sur Versailles. Je suis d'accord avec. Pour moi, Maison Lafitte et Chevreuse, c'était pas écrit que ça allait être difficile, mais quasiment, parce que Maison Lafitte descend de Fédéral 2 avec pas du tout ses joueurs, donc ça va être compliqué. Chevreuse, ils montent d'honneur, donc c'était compliqué aussi, on sait très bien. Il y a que Versailles où c'est un peu, on va dire, l'anomalie un petit peu de ça, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on est en Fédéral 3, presque 10 ans qu'on est en Fédéral 3 à jouer au tableau. Depuis 2007. Donc voilà, ça va être très compliqué, je suis d'accord aussi. On reçoit Anthony qui est 2e ou 3e de poule à la maison, c'est le seul match où on peut créer l'espoir, parce qu'après on va à Auxerre, la dernière journée à Auxerre. On ne gagnera pas, c'est sûr. Et après, on va à Pont-à-Mousson, donc c'est là aussi il faut aller chercher cette victoire. Et on reçoit Vincennes qui est pareil au même nombre qui est pareil que nous. Donc Versailles, c'est faisable. Ça va être faisable, mais il faut gagner ces 2 matchs à Pont-à-Mousson et Vincennes. Et après, il faut prendre peut-être un bonus contre Anthony. C'est le match de Pont-à-Mousson. Ça va être compliqué. On continue cette émission par du rugby, on passe au débat. On commence cette rubrique débat par un petit scandale dans le monde de l'Ovalie yvelinois. Chevreuse qui a affronté Jouer les Tours le 31 janvier dernier à l'occasion de la 12e journée du championnat de Fédéral 3 est au cœur d'une affaire. Chevreuse a gagné sur le terrain 12-11 selon les instances de Chevreuse. Mais l'arbitre a marqué sur la feuille de match que Jouer les Tours avait remporté le match 13-12. Les responsables chevrotins n'ont pas signé la feuille de match et ont déposé un recours. La commission a été saisie. Chevreuse est passée ce jeudi 3 mars devant les instances. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Brice Strantrong. Il est évidemment très énervé. C'est en dehors du jeu, c'est en dehors du rugby, tout ça. C'était vraiment pour que ce soit fait et bien fait. Voilà. Alors après, si le match est annulé, s'il y a un point chacun, si on doit le rejouer, voilà, pourquoi pas. Après, si ça reste en l'état, on sera scandalisé, mais on ne pourra pas faire grand-chose d'autre, quoi. J'aimerais bien être optimiste, j'espère vraiment. Une idée de justice, hein, c'est ça. Après quoi qu'il en soit, on finira notre saison, on va tout faire, il nous reste 4 matchs. On doit prendre le maximum de points, gagner, et voilà, on verra. Alors la décision n'est pas encore connue. Logiquement, la commission devrait donner sa réponse dans la semaine du 7 au 11 mars. La question est simple. Messieurs, donne-t-on trop de pouvoir aux arbitres ? Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation, vous qui êtes spécialiste rugby ? Allez. Alors, vous votez. Donne-t-on trop d'importance ? Pourquoi vous Non, voter pas trop d'importance. Non. On reste... L'erreur est humaine, mais quand même, là, il y a un moment où 1 plus 1, ça a toujours fait 2. Donc, Il faut savoir qu'au rugby, quand même, en fédéral en tout cas, il y a un arbitre, un directeur de match, donc là, ils sont 2 à contrôler. Ensuite, il y a des dirigeants qui sont aussi là pour signer les feuilles de match, etc., pour voir le score, etc. Cette histoire, ça peut arriver. Hein. Moi, j'ai jamais vu en tout cas. Jean-Mi, t'es plus vieux que moi, Jean, mais t'as peut-être connu ça. 40 ans dans le rugby. Pardon, t'as plus d'expérience que moi. Excuse-moi, on va le faire comme ça. Mais bon, ça me paraît un peu gros. Surtout que à la fin, moi, je suis allé voir sur La République, donc le magazine le local là. À la fin du match, Brice, je ne sais pas si c'est Brice ou son co-entraîneur, dit: nous n'avons pas été assez précis, ni devant ni derrière. Nous avons le bonus défensif. Point. Bravo aux joueurs adverses, au public. Génial. Donc, je vois pas. Un journal qui est pro Jouer les Tours. Hein. Oui, mais, ils vont pas déformer les propos d'un entraîneur à ce point-là quand même pour dire ça. Enfin, je sais pas. Allez-y, Jean. Ouais, je suis surpris. Alors, je me suis un petit peu renseigné quand même. Je suis surpris
de l'interview de l'entraîneur. Hein. Je suis moi-même entraîneur. Je sais exactement sur un match où j'en suis au score. Quoi. D'accord ? Donc, apparemment, ayant pris contact avec des joueurs, c'est le litige sur une... Ouais, les joueurs de Chevreuse. C'est un litige sur une transformation d'essai qui est passé. D'accord ? L'arbitre l'accorde. Et c'est simplement le directeur de match qui, lui, ne l'a pas mentionné sur ses tablettes. Mais le patron du match, c'est l'arbitre. C'est pas le directeur de match. Le directeur de match, au rugby, il est là pour assister administrativement l'arbitre. D'accord ? Donc là, c'est simplement un problème relationnel entre l'arbitre de champ, qui est le seul et unique responsable, et c'est lui le décideur, et le directeur de match. Mais je trouve ça un petit peu léger en tant qu'entraîneur de ne pas savoir où on en est au niveau du score, surtout quand c'est très serré. Quand il y a 50 points, on s'en fout de savoir si c'est 45 ou 50. Mais là, quand il y a 12-11 ou 13-12, ben ça change quand même la physionomie de la fin du match, tactiquement. Et donc là, je suis un peu surpris quand même. Après, pour avoir pris quand même des renseignements, c'est simplement, le problème, c'est ça. L'arbitre, lui, pour lui, c'est 13-12 pour jouer les tours, puisque lui, il a fait son comptage. Et le directeur de match, lui, pour lui, c'était 12-11. Mais bon, ils n'ont pas créé au scandale. Après, comme a dit Guillaume, il y a une feuille de match à la fin. La feuille de match doit être visée par les deux équipes, les responsables de deux équipes. La feuille de match n'a pas été signée par Chevreuse. Alors, la feuille de match, sachez quand même que moi, ça m'est arrivé dans notre club, si vous ne signez pas une feuille de match, c'est une amende déjà. Vous n'avez pas le droit de ne pas signer la feuille de match. Et que s'il y a un problème, s'il y a un litige, je ne sais pas moi. Ils ont déposé un recours juste après la rencontre. Oui, mais encore une fois, je suis entraîneur. Il y a l'arbitre qui est là, il y a le directeur de match. Monsieur, le score c'est 12-11. C'est 12-11. Si vraiment c'est 12-11. Un arbitre, s'il a mis 13-12, c'est que lui, il est persuadé quand même qu'il n'est pas fou et que la transformation est passée. Moi, ça me semble très particulier quand même, surtout qu'on ça n'a pas fait trop de vagues. Hein. Alors bon, je suis mitigé. Franchement, je suis mitigé. Moustapha ? Alors moi, je ne connais pas le fond de l'histoire précisément. De ce que je comprends, dans le football, on a à peu près l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a un arbitre central, deux arbitres de touche et ce qu'on appelle un délégué de match, qui semble être à peu près le directeur de match que vous avez dans le rugby. Il est clair qu'il y a un seul et unique patron. Donc la question, c'est, donne-t-on trop de pouvoir aux arbitres, et à l'arbitre central en particulier ? Il n'y a pas à avoir plus ou moins de pouvoir. Il a le pouvoir. Donc il n'est même pas divisible, il n'est même pas quantifiable. Mais s'il se trompe ? Je termine. Il n'est pas quantifiable, il n'est pas divisible, il a le pouvoir. Point. L'arbitre peut se tromper, et comme on dit toujours, l'erreur est humaine. Sauf qu'il y a une feuille de match, cette feuille de match, elle est signée par les deux parties. Si elle n'est pas signée par les deux parties, à partir du moment où on a un arbitre officiel, l'arbitre officiel, c'est sa décision qui prime et aucune autre. Par contre, les deux clubs ont la possibilité d'aller aux instances disciplinaires, c'est-à-dire porter l'affaire en justice, c'est probablement ce qui a été fait. Ou ce matin, Chevreuse était ce matin. Et à ce moment-là, il y a une commission qui auditionne l'arbitre, et l'arbitre peut encore dire... Écoutez, j'ai réfléchi, entre-temps, effectivement, maintenant je me suis trompé, et donnerait une opinion différente de la première, mais ça reste, si c'est un arbitre officiel, ça reste l'opinion de l'arbitre. C'est comme ça dans le sport, il y a un pouvoir, c'est celui de l'arbitre, il est non divisible, non discutable, point. Et c'est ce qui fait la difficulté du sport, parfois quand il y a des litiges, mais c'est ce qui fait également son charme. Après, il y a peut-être une solution, mais à mon avis, c'était pas le cas. À Plaisir, par exemple, on filme les matchs. Donc s'il y a une vidéo alors, du match... Alors apparemment, d'après l'entraîneur Brice Rentrong, Jouer les tours a filmé le match, mais Jouer les tours a eu un problème sur la vidéo. Ouais. C'est compliqué. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est très compliqué. Après, je comprends les gars de Chevreuse qui soient. Si le directeur de match a dit qu'il y avait 12-11 et pas 13-12, bon, je comprends qu'ils soient un peu perplexes par rapport au résultat. Mais l'entraîneur, il doit savoir. L'entraîneur, le président, tout le monde. Enfin, on compte les points. Enfin, on n'est pas au bord du terrain. Moustapha, tu comptes les buts. Enfin, nous, on compte les points. Enfin, voilà, on le sait quoi. Le problème du football, c'est les gamelles. Oui, ce qui est arrivé récemment. Donc après, je sais pas. Moi, j'avais jamais vu ça dans le monde du rugby en tout cas. Enfin, voilà. Mais je sais pas. Il y a eu souvent des inversions, mais globalement, quand il y a un match officiel, encore une fois, la parole de l'arbitre officiel
prime et il n'y en a pas d'autres. Faites match nul, comme ça, il n'y a pas de problème. 11-11 et c'est bon. Donc, entre le moment où le match s'est terminé et le moment de la commission où il est auditionné, en général, l'arbitre refait un petit peu le tour des équipes et il va en commission pour dire ça s'est passé comme ça. Je vois pas de problème. C'est vrai que là, ça a quand même une influence, puisque les deux équipes se battent pour le maintien, quand même. Donc les deux équipes sont en concurrence pour le maintien. Donc c'est vrai que ça C'est pas que je a une influence. On ne va pas défendre ce gros que ça. Moi, voilà, tant que j'ai, les infos sont. Chacun presse sa paroisse et on ne sait pas trop où est la vérité, où on n'était pas présent, c'est ça. Donc. Mais bon, par rapport à la question, je suis d'accord avec Moustapha. C'est juste qu'à un moment donné, sinon on ne trancherait plus aucun problème s'il n'y avait pas une décision d'un juge qu'on appelle l'arbitre dans le football. Et ça reste en plus très éducatif, parce que dans la vie c'est pareil, quand vous avez un litige de droit pénal, de droit peu importe, il y a un juge et il est souverain. Voilà, il faut l'accepter. Après ce débat sur le rugby enflammé, on peut le dire, on passe à notre traditionnel défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui le basket. L'équipe senior masculine du Chiné Versailles 78 s'est prêtée au jeu. Le but, les basketteurs doivent tourner sur eux-mêmes 15 fois avant de tirer. Si les sportifs marquent, ils sont qualifiés pour le second tour. Pas si simple, regardez. Valentin Sissoko, alors j'ai 19 ans maintenant, depuis le 2 février. Et mon poste actuel c'est meneur, je suis poste 1. Et mon surnom, j'ai un petit surnom, c'est Vass. Hugo Girard, j'ai 20 ans, je joue ailier dans l'équipe masculine 1 et mon surnom c'est HGD. Ndiaga, je joue au poste 3 de l'entente Chiné Versailles Basket Club. J'ai 17 ans et mon surnom est NJs. Vincent Lemeunier, 17 ans, pivot, de Ved. Normalement, ils sont meilleurs que moi au lancer franc, mais bon, faut voir que ça me réussit de tourner. Moi, le lancer franc, je suis un vrai pivot, quoi. C'est une catastrophe. Normalement, c'est pas bon. Et coup de chance, du coup, aujourd'hui ? Non, technique, je progresse, on va dire. Yann Dujarrier, une petite réaction par rapport à ce petit jeu ? Beaucoup de tricheurs au basket, mais par contre, c'est très Et marrant. jamais en vélo.
Jamais en vélo, Oui. jamais. Non, par contre, très marrant. Très marrant. Je pense que ça va être sympa et un petit jeu à faire avec les copains. On passe à présent au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Vous en avez désormais l'habitude, notre chroniqueur Arnaud Le Gouic pousse à chaque émission un coup de gueule sur le sport dans le département. Aujourd'hui, Arnaud va nous parler des sportifs et de leur image. Arnaud, c'est à vous. Merci Mickaël. Mon coup de gueule du jour concerne les footballeurs et leur communication. Suite à l'affaire Serge Aurier, on ne va pas refaire le film, tout le monde est plus ou moins au courant. Cette affaire a été suivie par l'affaire Van der Wiel, puisque le deuxième latéral droit du PSG a essayé de mettre un coup de pression à un collégien dans la rue à Paris et a été filmé par un téléphone. Du coup, c'est allé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un léger marasme en ce moment autour du PSG sur la question de la communication des joueurs. Et ce que je veux pointer du doigt, c'est surtout les incohérences de ces footballeurs qui sont capables de parler avec la main devant la bouche, comme ça, pendant les matchs, pour pas qu'on puisse interpréter leurs propos, qui nous sortent des banalités de jouer les matchs les uns après les autres, de 3 points, de tout ça, en conférence de presse et devant les caméras, et qui sont capables de faire n'importe quoi une fois qu'ils ont franchi les portes du stade. Voilà. Ils sont coachés sur le terrain, ils le sont aussi pour les médias. Leur communication, elle est normalement calibrée et c'est dommage qu'ils ne soient pas cohérents en se tenant sur toute la longueur. Voilà, c'est mon avis. Guillaume Desreneuf, une petite réaction par rapport au coup de gueule d'Arnaud ? Je suis d'accord avec lui. Enfin, ils ont des babysitters à la maison. Enfin, il faut arrêter, quoi. Enfin, ils sont pas capables de gérer même leur... Enfin, il y a trop d'argent, de toute façon. On fout. Non, mais c'est l'argent qui pourrit tout. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné... ils sont jeunes, ils gagnent plein d'argent, et du coup, ça monte au cerveau, quoi. Ils pètent un câble et l'argent est une chose. L'argent est une chose, c'est la médiatisation qui les pourrit, c'est pas l'argent. Attention. L'argent aussi, mais la médiatisation... Puis là, ils sont ridicules à parler comme ça sur un terrain, franchement. Oui, c'est ce que j'ai dit en off, c'est comme les gynécologues, ils lisent sur les lèvres. Mustapha, on va passer à Mustapha après cette superbe réplique de Jean-Miss. Qui va rester dans les annales. Allez, dépêchez-vous Mustapha, 15 secondes. Franchement, c'est juste, voilà, c'est ridicule au possible. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils nous entraînent tous, je parle des clubs amateurs en particulier, ils nous entraînent à commenter ce genre de choses. Ça reste une faute professionnelle, c'est-à-dire que globalement, par rapport à son club, il commet une faute professionnelle. Ça doit se régler en interne. Et moi, ce qui me gêne, et je le dis publiquement, et encore une fois à tous ces gens, effectivement, ils ont, de mon point de vue, une responsabilité que je voudrais bien qu'ils assument aussi. Voilà. C'était le mot de la fin, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi 17 mars pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. Très belle soirée sur TVFI 78. Ça, Patrick.